Deuxième jour de contre-offensive ukrainienne dans le sud occupé par les forces russes. Les bombardements qui se sont poursuivis dans la nuit de lundi à mardi ont pour principal objectif de reprendre la ville de Kherson, tombée dès le commencement de l'offensive russe en février dernier, aux portes de la Crimée. L'Ukraine est en train de reprendre ce qui est à elle. Elle reprendra les régions de Kharkiv, de Louhansk, de Donetsk, de Zaporizhia, de Kherson, de Crimée, ses eaux territoriales dans les mers Noires et d'Azov, de l'île des Serpents, au détroit de Kertch. C'est ce qu'il va se passer. C'est à nous. Les autorités ukrainiennes assurent avoir pris l'avantage sur le front méridional après des frappes de préparation ces dernières semaines le long du Dniepr, destinées à perturber la logistique ennemie. La Russie assure de son côté avoir repoussé 3 offensives ukrainiennes. Personne ne libère la région et la ville de Kherson. Il n'y a pas de retraite. Plus Zelensky, qui est dirigé par l'Occident, annonce des offensives, plus les habitants adhèrent au référendum. Même si cela sonne désagréablement à certaines oreilles, nous reconstruirons Kherson et restituerons tout à ceux qui ont souffert des frappes des nazis ukrainiens. La ville voisine de Mykolaïv, à une centaine de kilomètres à l'ouest de Kherson, a subi hier un bombardement russe. 16 missiles antiaériens ont provoqué des dégâts importants, notamment sur des habitations et des infrastructures de transport. Selon l'armée ukrainienne, 2 civils ont été tués et 24 blessés. Tirs d'armes et explosions, la zone verte de Bagdad a sombré dans le chaos ce lundi. En cause, la décision du leader chiite Moqtada al-Sadr de se retirer définitivement de la politique, laissant libre cours à ses partisans. Ces derniers ont pris d'assaut le palais de la République. 23 d'entre eux ont été tués et plusieurs centaines d'autres blessés lorsque les forces de l'ordre ont tenté de les disperser. Plus tard dans la soirée, au moins 7 obus de mortier sont tombés dans cette zone ultra sécurisée qui abrite des ministères et notamment l'ambassade américaine. Washington a appelé au calme et au dialogue et a indiqué que la sécurité, la stabilité et la souveraineté de l'Irak ne devaient pas être mises en danger. Un couvre-feu a été mis en place sur l'ensemble du pays à partir de 19h. Le chef chiite Moqtada al-Sadr, arrivé en tête lors des élections législatives d'octobre 2021, a été incapable depuis de constituer une majorité. Il demande depuis des semaines de dissoudre le Parlement et d'organiser de nouvelles législatives anticipées. Déjà plongé dans une crise économique et sociale, l'Irak est embourbé dans une impasse politique depuis ce scrutin. Le pays n'a toujours pas de Premier ministre ni de nouveau gouvernement. Se rendre à l'école coûte que coûte. À bord de ces bateaux, ces élèves ont pu rejoindre leur établissement scolaire, alors que leur ville d'Era Ghazi Khan, dans la province du Pendjab, au centre du Pakistan, a été submergée par les inondations. Notre maison et notre région sont sous l'eau. Nous sommes très angoissés. C'est très compliqué d'atteindre nos écoles. Les secouristes nous amènent et nous ramènent. Mais bientôt, nous allons aussi avoir des difficultés à trouver de la nourriture. Je n'ai même pas d'endroit pour cuisiner à la maison. La famine touche déjà la ville de Soukour, plus au sud. Ici, les habitants se pressent pour tenter d'obtenir une aide financière afin de se nourrir. Le gouvernement a annoncé le versement d'une somme de 25 000 roupies, soit 112 € à chaque famille de cette province du Sindh, dont la maison a été détruite lors des récentes inondations. Ces violentes intempéries ont coûté la vie à plus de 1130 personnes depuis le mois de juin. Le bilan pourrait s'alourdir puisque les secouristes tentent toujours d'atteindre des villages isolés et que la pluie incessante fait craindre d'autres décès. Un tiers du territoire est sous les eaux selon la ministre du Changement climatique qui affirme que la situation est apocalyptique. Cette année, il a fait plus de 53 degrés. Nous avons été l'endroit le plus chaud de la planète. Les glaciers ont fondu, les inondations ont été 3 fois plus importantes que d'habitude. Nous avons donc eu une augmentation de 300%. C'est vraiment le résultat du changement climatique. Ces pluies de mousson historiques ont également détruit près d'1 demi-million de maisons et au moins 80 000 hectares de terres agricoles vitales pour la population. Le Pakistan demande de l'aide à la communauté internationale, car selon le ministre de la Planification et du Développement, le pays aura besoin de plus de 10 milliards de dollars pour réparer les dégâts et reconstruire les infrastructures endommagées. Depuis que les derniers avions américains ont quitté Kaboul il y a un an,
l'Afghanistan a sombré dans le chaos. Après 2 décennies, les Américains partaient vaincus et les talibans reprenaient le pouvoir en seulement quelques jours. Depuis, l'inflation galopante a entraîné la famine pour environ 6 millions de personnes selon les Nations Unies. Économie en lambeaux et situation humanitaire désastreuse, les femmes sont les premières victimes des talibans. Exclusion des emplois publics et des écoles, interdiction de circuler seul sans hommes. L'ONU fustige des promesses non tenues par les fondamentalistes islamistes. Les maigres progrès réalisés par le pays pour protéger les droits des femmes ont été rapidement annulés. Cela fait plus d'1 an que les adolescentes afghanes n'ont pas mis les pieds dans une salle de classe. Au XXIe siècle, nous ne devrions pas avoir besoin d'expliquer pourquoi l'éducation des filles et l'indépendance des femmes sont importantes pour elles, pour leur communauté, pour leur pays, et en fait pour nous tous. Dans l'Afghanistan des talibans, c'est aussi le retour des mariages forcés. Certains parents sont contraints d'échanger leurs enfants contre de l'argent. C'est le cas de ce père qui a vendu sa fille de 13 ans pour pouvoir nourrir le reste de sa famille. Elle est toujours en colère contre moi depuis que je l'ai vendue. Par respect, elle me dit bonjour, parce que je suis son père, mais pas chaleureusement. Elle ne fait rien pour moi, mais je sais que c'est de ma faute. Sa fille a rencontré son futur mari et refuse de vivre avec lui. Je ne m'attends pas à ce qu'il me laisse étudier. S'il était un homme sage, il n'aurait jamais demandé cela à mon père. Si les talibans célébraient le premier anniversaire de leur retour au pouvoir le 15 août dernier, leur gouvernement n'est toujours pas reconnu par l'Occident. Il n'a jamais été aperçu qu'à travers des images volées et refusait tout contact avec la civilisation. Celui qu'on surnommait l'homme du trou ou l'Indien de Tanaru, du nom de son territoire indigène au niveau de la frontière bolivienne, a été retrouvé mort ce week-end dans la forêt amazonienne, a priori de cause naturelle. Il était le dernier survivant de sa tribu décimée dans les années 90. Un feu s'est déclaré ce lundi après-midi à bord d'un ferry qui faisait la traversée de la Suède à la Lettonie avec près de 300 personnes à son bord. De la fumée s'échappait d'un conteneur mais sans flamme visible. Le feu a été maîtrisé et aucun blessé n'est à déclarer, mais le navire à court d'électricité a dû faire évacuer ses passagers et être remorqué jusqu'à la côte suédoise. Au Royaume-Uni, les arrêts de travail touchent désormais la poste, les dockers, les services ferroviaires, les chauffeurs et même les avocats qui protestent eux aussi contre la dégringolade du pouvoir d'achat. L'inflation dépasse désormais les 10% et pourrait atteindre 18% en avril. Le mécontentement semble toucher tout le pays. Cela n'a rien à voir avec une stratégie nationale. Tout se passe au niveau local. Et cela reflète ce qui se passe ailleurs, parce que les gens dans tout le pays ressentent la même chose. Voilà pourquoi cela semble être coordonné, parce que partout les gens ressentent la même chose et arrivent à la même conclusion. Trop, c'est trop. Nous n'allons plus accepter cela. À Londres, les chauffeurs de bus dénoncent des augmentations de salaire inférieures à l'inflation. C'est une action qui touche des secteurs et des activités différents parce que tout le monde souffre financièrement. C'est sans précédent et ça peut s'intensifier. C'est une question cruciale pour les conducteurs parce que le coût de la vie a tellement augmenté et que l'hiver est à nos portes. Ils vont continuer à se battre jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Abdul Hanafi est chauffeur de bus et il se plaint de ses conditions de travail. Notre choix, c'est soit rester au chaud, soit manger. Mais nous voulons les deux. Alors c'est pour ça que nous faisons ça. John Lansworth est un ancien responsable de la société de ferries P&O. Il a été licencié en mars dernier, en même temps que 800 autres salariés. Il espère que dans cette grève, les syndicats ne céderont rien. La course vers le bas a bel et bien commencé. Et les syndicats ont tout à fait raison d'être proactifs lorsqu'il s'agit de protéger les conditions de travail. Le gouvernement a laissé les ferries P&O s'en tirer en licenciant 800 dockers plus tôt cette année. Les syndicats vous ont aidé ? Ils sont arrivés après pour soutenir, mais c'était trop tard. Le train était parti. Les grèves qui ont marqué l'été qui s'achève pourraient être suivies par des mouvements de colère durant l'hiver qui s'annoncent difficiles au Royaume-Uni.